To finish the panel discussions, we wanted to talk about two experiments at a large scale that happened here in Lausanne and Geneva this summer. And we called this experiment Laboratory in Real Life because it was a very interesting proposals from designers, architects, landscape architects that were shown to the public. And it will be after this dance talks, very interesting, it will still be very interesting, but more with images, because it's interesting to show what happened here. And we were in a very strong narrative in Lausanne and Geneva this summer. So I give the floor to Laurette first, Laurette has a passion for garden, for landscape, and I had the pleasure to do an exhibition with her on the wide European landscapes, and I saw how she could find the word to tell to the audience what is important. She tells the story of the landscape, the story behind also these designs, and so she has invented this Lausanne Jardin a few years ago, and after she was asked to create this Genève Ville-et-Champs, the new event. So I give her the floor. It will be in French now, so we finish, nous allons terminer en français, so for those who don't understand French, you can just listen to the narrative of the voice and look at the images. It will be nice as well. You don't have images, huh? I have no images, and I will speak in French, yes, without images. Donc, je dois vous imposer une double irruption, celle du français, et puis celle aussi de métiers dont il n'a pas été question aujourd'hui. On a parlé d'ingénieurs, d'architectes, d'urbanistes, d'architecte du paysage, bien sûr, et moi, j'arrive avec des communicateurs, des designers, des animateurs de manifestations publiques, des journalistes. Je vais introduire rapidement les deux manifestations dont je me suis occupée ces dernières années, Lausanne Jardin et Genève Ville-et-Champs. Juste après moi, les deux commissaires, Monique Kellet pour Genève et Christophe Ponceau pour Lausanne, vous présenteront, eux, les événements eux-mêmes. En parlant de ces deux manifestations, je ne m'écarte pas du thème de la journée, là où les narrations du paysage. En effet, que sont Lausanne Jardin ou Genève Ville-et-Champs d'autres que des événements qui présentent de petits ou de grands récits dont le paysage tient le rôle central. Alors, je vous en raconte la genèse en deux mots. En 1994, il avait été question à Lausanne de monter une exposition sur l'art du jardin contemporain. On était alors à l'apogée d'un renouveau de l'art du jardin, en particulier suite aux travaux des paysagistes de l'école de Versailles, entre autres. Et la question qui était posée par le musée des arts décoratifs, qui s'appelle MUDAC aujourd'hui, était comment montrer le jardin, comment échapper à la représentation photographique. Et nous avons, un petit groupe de personnes, lancé l'idée de réaliser effectivement des jardins dans de vrais lieux, en ville. Et j'ai rédigé un projet qui a été accepté par les autorités lausannoises. Et c'est ainsi qu'est né cet événement qui a commencé, et le modèle reste encore le même aujourd'hui, commencé par un concours de paysage international sur des sites urbains et ce concours s'adressait à des équipes multidisciplinaires où prédominait la connaissance de la plante et celle du jardin.
L'idée centrale était ne pas exposer un exploit d'auteur ou d'équipe, mais donner la préférence à ceux qui trouvaient la meilleure réponse ou la meilleure interprétation à la question posée par un site. En l'occurrence, pour Lausanne, un site urbain. Autrement dit, comment améliorer la ville par ses espaces publics. Chacune des 5 éditions qui se sont échelonnées de 1997 à nos jours a présenté un collier de petits récits dont la question de la qualité urbaine formait le cœur. Je crois que le public, les citoyens de Lausanne ont adhéré à l'idée, l'ont suivi et la suivent jusqu'à aujourd'hui. La proposition lausannoise est venue d'une initiative, elle est donc venue de bas en haut. Pour Genève, ville et champ, c'est exactement le contraire. L'idée a été lancée de haut en bas. Le canton a voulu reprendre l'idée lausannoise et l'adapter à un milieu radicalement différent, l'espace périurbain et la zone rurale qui entoure la ville de Genève. Une zone appelée à s'urbaniser, une zone de friction potentielle entre urbains et ruraux. L'Office de l'urbanisme ayant fait appel à moi au vu de mon expérience lausannoise, j'ai élaboré le concept de la nouvelle manifestation à partir du postulat suivant: la ville doit s'étendre, elle ne le fera pas contre sa campagne, mais avec elle. C'était donc une affirmation. Et de Lausanne Jardin, la manifestation genevoise a conservé la méthode pour un propos tout à fait autre, développé sur un parcours de 6 km, étendu sur 5 communes. Ce qui me fait revenir à la question de la narration. À propos de Lausanne, j'ai parlé d'un collier de petits récits adressé à l'espace urbain. Pour Genève, je parlerai d'un long récit en plusieurs phrases ou chapitres. Si à Lausanne, la ville elle-même offre une scénographie d'ensemble, à Genève, où la manifestation se trouve dispersée dans des espaces hétéroclites, il a fallu trouver une ossature pour tenir l'ensemble du projet. Ce fut le travail scénographique du designer Rudy Bohr et de ses élèves de la HED. C'est le langage de la scénographie qui nous intéresse ici, au-delà des contenus et des tactiques de communication qui sous-tendent les deux projets. Lausanne Jardin, comme Genève et les Champs, ont ce site particulier qu'elles exposent moins une collection d'œuvres qu'elles ne mettent en évidence un discours ou plusieurs discours sur l'espace public urbain, à Lausanne, sur l'urbanisation à venir à Genève. Les auteurs collectifs des différents aménagements présentés ne sont pas convoqués en tant qu'artistes, même si le mot a été parfois utilisé un peu ridiculement. Ils proposent au public des mises en scène qui parlent d'un avenir possible. Leur force dépendra de leur capacité de l'exprimer, donc d'emporter l'imaginaire, donc de construire des récits. Chaque ouvrage développe sa proposition au sens d'une phrase. L'intérêt réside essentiellement dans la composition, dans la manière de raconter, dans l'histoire, non pas dans l'histoire qui, elle, reste anecdotique. Mais il s'agit de savoir quel sera le langage le plus riche, celui qui parlera le mieux à l'imaginaire, le plus adéquat aussi. L'humilité des aménagements, leur caractère passager, car ils ne se posent pas en œuvre perpétuelle, autorise une approche décomplexée de la part du public. Leur diversité permet de tenir un discours à multiples facettes aussi. Nous sommes loin de l'exposition d'objets isolés présentés pour eux-mêmes et avec une grande signature d'auteur. Lausanne Jardin et Genève les Champs ouvrent des champs d'expérience grandeur nature où rien n'est encore définitivement fixé. D'où peut-être l'intérêt de telles manifestations
qui réside dans leur capacité de s'adresser à tous les publics. À Lausanne comme à Genève, la réceptivité a été immédiate, et ce sans clivages sociaux ou générationnels. Lorsqu'on met sur pied des manifestations d'une telle envergure qui s'étendent dans l'espace et dans l'espace public et dans la durée, il devient très difficile d'évaluer leur impact. À Lausanne, la popularité de Lausanne Jardin n'est plus à démontrer, et ses effets sur les pratiques, sur les mentalités, sur le regard porté sur la ville sont évidents. Elles ont permis une perception pas forcément positive, mais en tout cas elles ont éveillé la conscience aux questions que pose la ville. Le discours souvent négatif, ils ont dit, ils commettront les pires erreurs, a été transformé en une curiosité et peut-être une certaine participation. Je ne veux pas tenir un discours angélique, ce n'est pas mon propos, mais je pense qu'il y a eu une augmentation de culture urbaine. À Genève, une manifestation toute neuve, l'impact est encore plus difficile à apprécier. Nous avons effectué 2 constats. L'adhésion immédiate et chaleureuse d'un public très jeune, prêt à s'intéresser à la thématique. Agriculture urbaine, rapport ville-campagne. Un public désireux de s'engager et qui s'est engagé dans la manifestation avec beaucoup d'élan. Nous avons aussi constaté autour de plusieurs projets l'élaboration d'histoires locales qui nous ont d'ailleurs échappé. Autour de plusieurs projets se sont passés des regroupements, des réseaux se sont constitués, des rencontres se sont faites. J'ai parlé de laboratoire. J'ajoute le caractère de tremplin pour l'imaginaire que ces manifestations proposent, une manière d'inviter aux questions relatives à la ville et au paysage, une manière qu'il est encore possible de pousser plus loin et d'affiner. Alors je laisse la parole à mes collègues qui ont conduit ces 2 manifestations cette année. Bonsoir, donc je suis Christophe Ponceau, un des 2 commissaires de Lausanne Jardin. Je remercie Cyril et Mathieu pour leur invitation et je vous prie d'excuser Adrien Rovero qui est co-commissaire avec moi et qui n'était pas disponible aujourd'hui. Je vais reprendre un peu des éléments de ce que vient de dire Laurette pour présenter la manifestation et plus spécifiquement l'édition de cette année. On a parlé beaucoup aujourd'hui de paysage. Effectivement, la manifestation Lausanne Jardin parle, elle, de jardin, donc de petits paysages, de jardins dans la ville. Et si on veut la rattacher au paysage, on peut dire qu'elle parle du paysage urbain. Et en termes de narration, en dehors des petites perles dont parlait Laurette, cette manifestation existant maintenant depuis pratiquement 20 ans, puisque la première édition était en 97, il s'agit d'une vraie histoire qui s'écrit. Et moi, je lis aussi chacune des éditions, écartées la plupart de 4 ou 5 années. Je les lis un peu comme l'ensemble, comme une histoire du jardin contemporain et de sa place dans la ville. Et chaque édition comme un peu des hors-séries qui serait comme un focus sur une période donnée et un peu un état du jardin contemporain, du jardin urbain. Ces hors-séries, ils ont donc à chaque fois un rédacteur en chef. L'originalité de Lausanne Jardin, c'est aussi de faire changer ces rédacteurs en chef, donc ces commissaires.
On a parlé aussi de pluridisciplinarité aujourd'hui. Ce n'est pas des paysagistes ou pas des vrais paysagistes qui sont commissaires de Lausanne Jardin, ce sont des gens un peu à côté de la profession, qui la connaissent, qui s'y intéressent, mais c'est aussi un moyen d'ouvrir aux autres professions et aux professions qui entourent le paysage, plus particulièrement pour cette édition-là, puisque pour me présenter un peu, je suis architecte de formation, et si maintenant je me dis paysagiste, je dis que je suis paysagiste de déformation. Et Adrien Rovero, qui est commissaire avec moi, lui est designer, enseignant à l'ECAL, donc dans un mode de réflexion et dans un domaine qui peut souvent paraître assez éloigné de celui du jardin. Je vais donc rapidement vous présenter la plupart des jardins. Vous pourrez, pour ceux qui sont disponibles demain matin, donc assister à la visite. On ne les verra pas tous demain matin. Il faut quasiment une journée pour faire l'ensemble des 30 jardins visibles. Je vais aller assez rapidement et m'attarder sur ceux qui ont justement une histoire un peu spécifique. Le tout premier, c'est ce jardin-là, dans lequel il n'y a pas de végétaux. Laurette a parlé aussi de communication, de presse, d'événementiel et de concours. Donc lors du concours, on a 150 projets à juger pour en retenir 25. L'équipe qui avait réalisé, qui a fabriqué ce wagon, qui en fait est une roulotte promotionnelle qu'on utilise lorsqu'on a des événements, avait réalisé un très beau rendu, un très beau projet de jardin sur lequel tout le monde s'était arrêté au moment du jury. Par contre, on savait qu'en termes de faisabilité, de durabilité sur les 6 mois, c'était un jardin très participatif, ce ne serait pas jouable. On leur a donc proposé de modifier leur projet, de partir d'une base de remorque et de nous proposer un objet remorque qui serait l'objet représentatif de Lausanne Jardin. Ce sont des jeunes architectes américains qui venaient de terminer leurs études. Ils sont venus 3 semaines et ils ont construit eux-mêmes, ils ont dessiné, ils ont construit eux-mêmes cette roulotte. C'était pour l'introduction. En termes de narration aussi, et en termes de communication, on a commencé notre édition par plutôt de la bande dessinée. Donc là, vous avez la représentation graphique de chacun des jardins, qui était la façon par laquelle on a communiqué à l'avance sur la manifestation de cette année. Sur la première page, vous voyez les 17 jardins issus du concours. Sur la deuxième page, vous avez une répartition en partie haute. Vous avez 3 jardins qui ont été réalisés par des écoles. C'était important pour nous de les faire participer après le concours, mais pas complètement en fin de course, assez rapidement. Ce sont des étudiants de l'ECAL et de l'AEPIA à Genève. Dans les 2 cas, un workshop a été fait avec les étudiants. Plusieurs projets ont été proposés et un jury a retenu ceux qui ont été réalisés. En dessous, vous avez 2 jardins qui sont les 2 jardins qu'on a appelés VIP, qui sont hors concours et qui sont des invitations à des professionnels. Et vous avez en dessous les 6 jardins réalisés par les équipes, conçus et réalisés par les équipes du service des parcs et promenades, qui, à l'occasion de Lausanne Jardin, font un concours interne qui fonctionne de la même façon, des sites attribués, une thématique qui est la thématique générale de la manifestation et un jury qui sélectionne ces projets. Les 2 premiers jardins du parcours, vous voyez aussi que sur chaque image, vous avez un titre en rouge qui vous dit s'il est conservé, s'il est modifié, s'il est complètement supprimé. Lausanne Jardin, c'est une manifestation qui a, comme l'a raconté Laurette, qui a été vraiment voulue par la ville de Lausanne, donc qui est soutenue par la ville de Lausanne. Ça donne lieu à une convention entre une association qui gère la manifestation et la ville. Et cette année, pour cette édition, la convention demandait que
30% des jardins soient, d'une façon ou d'une autre, pérennisés à l'issue de la manifestation. Sachant que sur les éditions précédentes, on a eu entre 3 et je crois au maximum 6 jardins qui ont été pérennisés pour des durées plus ou moins longues. Donc cette année, il faut qu'on en garde au minimum 10 et vous verrez qu'on en garde une bonne partie. Donc le premier, l'histoire, là, c'est un projet très très simple dans sa conception, un alignement d'arbres suspendus. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je vais juste vous dire pourquoi on le garde, parce que cette réponse très simple de ce grand deck qui vient gommer toutes les aspérités du bac béton sur lequel elle se pose, a fait que cet endroit qui était complètement morcelé, pas entretenu et donc pas utilisé, maintenant est devenu un lieu où tous les midis, quand il fait beau, tous les gens des écoles à côté viennent prendre leur pique-nique et tous les gens qui vont au cinéma en face le soir viennent aussi prendre un apéro avant. Ça a vraiment transformé ce lieu que les gens ne connaissaient pas et qui n'était pas du tout utilisé. Donc le deck est préservé et les végétaux sont réutilisés dans le grand bac à l'arrière pour améliorer les plantations. Ensuite, vous avez le Botanic Box qui, lui, a été conçu par une équipe italienne. Il s'agit d'un conteneur qui serait comme tombé du ciel avec à l'intérieur le développement d'un jardin exotique. Là, c'est le contenant qui est conservé, qui va être réutilisé pour des actions pédagogiques. Bubble, c'est donc un jardin, lui, qui fait partie des 6 jardins du service des parcs et promenades. On est vraiment dans un projet de fleurissement, mais où la forme du fleurissement a diminué. Quand j'écris qu'il est conservé, c'est-à-dire que les structures qui ont été fabriquées sont conservées et vont permettre de tester d'autres types de végétaux dans les années à venir pour des fleurissements ponctuels comme ça qui seraient rapportés sur les parcs en ville. Et la photo d'à côté, c'est donc City Crown. Celui-ci est complètement démonté, mais c'est un des jardins importants de cette édition. Une des conceptrices est parmi vous. C'est un jardin important pour plusieurs raisons. Lors du concours, on a vraiment souhaité le réaliser parce qu'il parle de thématiques qu'on a abordées aujourd'hui et qui vont être des thématiques importantes pour le développement urbain. Donc il s'agit d'une ferme urbaine. Enfin, c'est de la production, c'est des serres qui produisent des tomates. Mais l'intérêt de ce projet-là, c'est qu'il propose une réponse à l'utilisation des toits terrasses. Il propose aussi une réponse à la création de fermes ou de lieux de production dans la ville. Et en même temps, il est dessiné, architecturé, designé. Il est en dialogue avec le bâtiment sur lequel il se pose. Et ça nous paraissait important d'aborder ce sujet et de l'aborder de cette façon-là pour la manifestation. Ensuite, vous avez celui de gauche, pardon, qui s'appelle... Ouais, c'est trop long. Oui, parce que juste si tu peux aller un peu plus pour garder le temps pour Marie. C'est intéressant de passer à rentrer dans les détails. Alors, je ne sais pas comment vous les présenter sans trop rentrer dans le détail, mais... Vous avez ce jardin-là, ce sont des paniers en saule tressé le saule continue à pousser, donc ce sont des paniers qui poussent. Ensuite, ces jardins suspendus, qui est un projet de jeunes étudiants de l'ECAL associés à des paysagistes sortant de l'AEPIA. Celui-ci qui est conservé, ce sont des nids avec des détecteurs de présence. C'est tout un travail sur le biotope disponible pour les oiseaux et puis pour retrouver la présence des oiseaux dans ce boisement. Un des projets des étudiants de l'ECAL, qui sont des serres à bascule. Un projet qui lui est conservé complètement, qui est juste une intervention assez minimale de plantation et de mise en couleur d'éléments existants dans un terrain de boules. Le projet à gauche des étudiants de l'AEPIA, donc l'AEPIA, école de paysage, un jardin sans végétaux, en tout cas sur cette partie-là, une racine qui vient attraper le bâtiment. Ce jardin-là est conservé également. Ensuite, vous avez
un des jardins un peu humoristique de l'édition, mais qu'on a dû enlever plus tôt que les autres pour des raisons d'accessibilité à la boutique qui se trouve derrière. C'est une équipe lausannoise. Les pots sur la gauche sont un des 2 jardins VIP qui était commandé à Chris Cabell. Donc on a monté un partenariat avec une entreprise qui est Eternit pour le dessin et la mise en fabrication de nouveaux pots, maintenant qui sont produits. Ensuite, à côté, vous avez Rolling Garden, qui est, je vous montre vite l'image suivante, qui est un des jardins très intéressants aussi de la manifestation, qui a mis longtemps à démarrer, mais qui est devenu vraiment un jardin intéressant par la suite, en termes de forme, en termes d'aspect, un arrosage au centre, du terreau semé, pris dans du coco, et petit à petit, les lianes se développent. Photo suivante, c'est le Place de Parc, une réinterprétation des No Parking Day avec un échange entre les villes de Lausanne et 4 villes invitées qui sont Zurich, Berne, Bâle et Genève. Un jardin de sacs, 1500 sacs plantés de plants forestiers essentiellement, qui transforment la basilique, son escalier et le parvis en mini-forêt. Un champ de fleurs à couper sur la place de la Riponne qui vient accompagner des aménagements de bars et de choses comme ça qui sont un projet plus global de transformation de la place. Ce jardin-là est conservé aussi, on le voit autrement. Ensuite, le projet d'un architecte suédois qui est un objet comme ça avec un objet fin qui supporte un morceau de montagne. Et cet objet peut avoir différentes utilisations. Celui-ci est complètement démonté et réinstallé sur la ville voisine de Malais. Des objets jardins, des bulles fragiles de verre dans lesquelles se développent des jardins secs avec des sédums ou des cactus et qui semblent comme des gouttes sortir d'une prairie, ça c'est à proximité de l'Ermitage. Une fourmilière géante qui parle du biotope d'un des séquoias, d'un des nombreux séquoias qu'on trouve dans Lausanne, qui remet en situation. Un jardin, le dernier jardin du service des parcs et promenades, donc une énorme sphère en bois courbé dans laquelle se développe un jardin de sédum. Celui-ci aussi est conservé. Et enfin, on termine dans la cathédrale, avec ce jardin de marbre et de mousse qui parle du paysage, dans lequel s'inscrit la ville de Lausanne. Et voilà, j'ai terminé pour la présentation des jardins avec celui-ci qui est un autre des jardins de l'Écale, un jardin de communication également, des faux végétaux mobiles qui nous ont servi à faire des animations dans différents événements pour nous présenter. Voilà, je vous remercie. Merci Christophe. Désolé d'avoir un peu accéléré, mais la fin de la journée arrive. Merci beaucoup pour cette présentation des jardins. On va passer maintenant à Genève-Ville-Échange. J'invite Monique à venir présenter l'expérience genevoise. Merci. Bonsoir. Alors je vois qu'il me reste à peu près 6 minutes, c'est ça? Pour parcourir ce territoire. Alors on change d'échelle, on n'est plus en ville. On est entre la fin de la ville, le bois de la Bâtie, et la campagne. Pour ceux qui connaissent, à Bernay, on va traverser plusieurs communes. On va traverser différents territoires, différents paysages, et à chaque fois, les réponses seront évidemment très différentes. Comme l'a dit Laurette Cohen, nous avons eu quelques postulats à la base, donc c'est effectivement un jardin, enfin un jardin, on ne peut plus parler de jardin ici, mais une manifestation qui raconte une histoire, et cette histoire, c'est l'avenir de ce territoire qui évolue, qui change très vite. On est effectivement sur cet axe Genève-Bernay qui est en train de se développer de manière extrêmement rapide, puisque vous le savez tous, Genève s'étend et Genève a besoin de construire des logements.
Et donc l'idée de Ville et Champs, c'était aussi l'idée de partager cette métamorphose, de débattre de ce changement et de montrer quel pourrait être l'avenir de cette ville qui rencontre la campagne, et à l'inverse, cette campagne qui vient fertiliser la ville, comme l'a très bien dit Joël Salomon. Donc ici, on essaye de nouer une dialectique entre ces deux opposés, ville et champ, et voilà. Et on va survoler les différentes réponses amenées tout au long de ce parcours. Donc ici, juste, on revoit le parcours, on part de la ville, on traverse une agglomération dense et éclatée pour aller à la fin vers une campagne encore relativement peu touchée. Tout ça le long de cet axe de la ligne du tram 14 qui a déjà été construit en vue de ce développement. Donc nous avons profité de cet axe que vous voyez en noir, de venir s'appuyer là contre pour développer cette manifestation. Donc on a des sites du concours international et aussi 2 sites potager attaque qui se sont greffés par la suite, enfin après coup, mais enfin qui ne sont pas inintéressants, je vous montrerai à la fin, qui se situent en ville et qui parlent de jardins urbains, voilà, ainsi que la collaboration avec des étudiants d'EPIA. Alors je passe relativement vite sur les jardins, je vais vous faire le jeu de avant-après, c'est assez rigolo. On peut voir qu'en peu de temps et avec relativement peu de moyens, on peut effectivement transformer une ambiance, enfin on peut transformer un territoire et surtout lui donner une qualité différente, une qualité nouvelle et créer des ambiances. Ça c'est le premier, ce champ qui est en jachère écologique, accueille un bélier gonflable, c'est un objet qui est très très haut, qui fait 8 mètres de haut. C'est un objet qui symbolise la résistance de la nature, la force de la nature. Et ce billboard, en fait, qui fonctionne un peu comme un billboard, a stigmatisé toutes les craintes et toutes les colères de la population alentour et qui a vraiment subi des attaques au propre comme au figuré. Il a été lacéré plusieurs fois, on a démonté le moteur, enfin, on a tout fait pour éviter que ce bélier existe. Et pourtant, ce bélier dit... Effectivement, ne critique en rien. Enfin, ce bélier est relativement... Enfin, un discours qu'on peut interpréter comme on veut, c'est-à-dire qu'on peut, d'un côté, y voir la nature qui s'oppose au futur étalement urbain, mais c'est aussi la résistance des gens d'ici, des gens qui habitent sur place, des agriculteurs qui ne veulent pas voir arriver les nouveaux citadins. Alors, nous, on ne dit pas ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On est là pour raconter quelque chose qui existe, enfin un sentiment, une émotion qui est là, mais qui visiblement est difficile à accepter pour les gens. Enfin, c'est vraiment, ce bélier est un miroir, et ce miroir, il a été très dérangeant. Les auteurs, c'est Westart de Rotterdam et l'atelier B9, architecte à Genève. En construction, près d'un stand tir, le postulat de base, c'est de dire demain, ce site, il est construit, c'est une ville, c'est un bout de ville, donc il ne restera qu'une petite partie. Qu'est-ce qu'on fait de cette partie? On l'entoure, on met une clôture autour pour en faire un sanctuaire, un jardin public. Donc on passe de bout de campagne à parc public, parc urbain. Et ce sanctuaire, la valeur de ce site a été mise en avant par justement cette clôture qui s'est construite petit à petit pendant la manifestation. Le jardin de lecture, ici on a affaire à une décharge, une ancienne décharge, un site pollué, enfin finalement pas trop pollué parce qu'on a quand même dû faire des prélèvements pour voir s'il n'y avait pas trop de substances qui pouvaient nuire, mais enfin bon, vous voyez quand même un site relativement peu attractif. Et 6 mois plus tard, on a un jardin de lecture absolument idyllique. D'ailleurs, le site s'appelle Paradis de lecture et c'est devenu vraiment un paradis. La preuve, c'est que les gens l'ont utilisé, ils ont ramené des livres. Vous voyez cette caisse en bois à côté du banc, ainsi qu'à l'entrée, il y avait une petite boîte aux lettres, enfin plutôt grande, et on pouvait y déposer les livres. Et le site, enfin le jardin, s'est rempli de plus en plus de livres. C'est devenu extrêmement pittoresque avec un cheminement. Là, la topographie a été effectivement vraiment bien comprise parce que de ce qui était déjà, enfin des bouts
terrain des remblais, on en a fait des monticules. Donc il y a un vrai parcours, un cheminement pittoresque qui amène une force à ce lieu. Et pour nouer avec ce qui a été dit avant sur la poésie aussi, c'est vrai que c'est un lieu qui sublime la lecture. La nature permet de sublimer, enfin comme l'ont dit les romantiques au siècle passé, la nature sublime la lecture, et à l'inverse, la lecture nourrit l'appréhension qu'on a du paysage. Donc les deux se nourrissent. C'est un jardin de Guido Haguer dont on a vu aussi des images avant. Le grand portique, c'était un défi, c'est un immense champ, vous verrez, il y a deux projets finalement qui se trouvent sur cet immense champ. C'est d'un côté cette réinterprétation d'un portique, enfin d'un élément de l'agriculture industrielle pour en faire un objet urbain, dans le sens où c'est un objet qui permet la récréation. Il y a à la fois donc il est décoré avec ses éléments rouges, mais en plus il y a des lumières, donc la nuit ça donne un effet un peu urbain, et il y a des bus d'eau qui déversent, enfin des brumisateurs qui déversent de l'eau à la plus grande joie des jeunes, des enfants, voilà, ou des adultes. Là on est à ce qu'on appelle la césure verte, enfin c'est le terminus de tram 14, donc c'est vraiment la fin de la ville, le début de la campagne, mais voilà, demain ce sera aussi un bout de ville. Le site qui a été, enfin le projet qui a été choisi s'appelle la ville au champ, et l'idée c'était de dessiner un champ, enfin dessiner une ville dans un champ avec ses rues, ses places. Le sarrasin qu'on voit ici est encore relativement bas, donc c'est pas très perceptible. C'est un projet qui marchait très très bien vu d'en haut, enfin, quelqu'un l'a dit aussi. Depuis en haut, d'ailleurs ça nous a servi pour vendre le projet, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est down below, enfin une fois qu'on a les pieds sur terre, eh ben, on ne sent plus tellement cette ville, et on est plus à contempler, on se demande un peu ce que c'est. D'ailleurs les gens étaient des fois un peu perplexes et on se demande un peu ce que c'est. Heureusement que la beauté du sarrasin, et d'ailleurs son mouvement, parce que c'est ça aussi l'intérêt de cette manifestation, c'est qu'on pouvait y revenir plein de fois, et chaque fois ça avait évolué, parce que sarrasin maintenant, enfin les dernières semaines, là il était rouge sang, avec des fleurs messicoles, donc il y avait une totalement autre ambiance. La petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui ce sarrasin, malheureusement, on ne peut pas le récolter et on ne peut pas l'utiliser parce que personne ne fait du sarrasin en Suisse, en tout cas pas à Genève. Et ça, c'est vraiment dommage, et c'est peut-être aussi ce qu'a voulu dire Villechamps, c'est de dire il y a d'autres débouchés que de faire juste du maïs et du blé. Aujourd'hui, on peut aller vers des cultures qui valorisent davantage la terre. La terre devient de plus en plus chère et de plus en plus rare, donc faisons cultivons des éléments qui valorisent davantage, enfin, qui permettent un rendement supplémentaire. C'est des architectes, des paysagistes de Venise qui ont proposé ce jardin. Le champ de bière, là aussi, avant, voilà, une prairie. Ensuite, un champ d'orge, dedans une houblonnière, donc les deux ingrédients pour fabriquer la bière. À l'intérieur, une microbrasserie et un lieu de consommation. Donc c'est vraiment la production locale et la consommation locale, le tout sur un même lieu, sans devoir passer par par de la distance. Enfin, on est vraiment dans l'ultra local, enfin, je sais plus, enfin, voilà, consommation locale. Le jardin digestif dans le parc des Évaux, pardon. C'est un parc qui tout d'un coup, voilà, autant c'est joli, mais autant il ne se passait pas grand-chose, et tout d'un coup là, on a amené des toilettes. Donc a priori rien de très attrayant, mais finalement les toilettes permettaient de parler du cycle de la vie, de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est vrai que tous les excréments partent dans l'eau, polluent l'eau, et on est obligé d'amender la terre avec des produits chimiques. Le postulat de ces jeunes auteurs, c'est de dire, mais refermons le cycle, refermons la boucle, et utilisant les détritus, les excréments, pour faire pousser nos végétaux que nous consommerons. Enfin, vous voyez, il y a quelques courges là qui poussent, que nous pouvons consommer sur place, et ensuite, voilà, on boucle la boucle. La fontaine de spiruline, c'est une fontaine en bois,
qui permet la culture de la spiruline. Cette fontaine est magnifiée. En fait, c'est une fontaine baroque reprise d'un plan, enfin d'une villa d'Italie, enfin voilà, du nord de l'Italie, et donc qui a été réinterprétée. Mais on a eu effectivement une personne qui est venue, qui a entretenu cette culture de spiruline, qui elle-même fait de la spiruline, et c'est pour montrer que finalement on peut l'agriculture urbaine, c'est pas juste 3 navets dans un pot, c'est aussi quelque chose qui peut vraiment être rentable, qui peut servir, enfin voilà, la spiruline, c'est quelque chose qui se vend très cher, et c'est quelque chose qui a beaucoup de qualités nutritives et qui a de l'avenir. Là, évidemment, on est dans un contexte esthétisant de cette mise en scène de cette spiruline, mais on peut aussi le faire autrement. La belle cité, on part dans un contexte plus urbain, voilà, on voit ce qu'il y a là, c'est-à-dire pas grand-chose, et on arrive avec un jardin foisonnant, des cagettes, un jardin participatif. Ce jardin a été fait avec l'école, avec 2 écoles sur place, donc des enfants qui n'ont jamais travaillé la terre, enfin pour la plupart, et qui se retrouvent à fabriquer ce jardin et à expérimenter l'art du potager, mais aussi l'art simplement floral, c'est-à-dire le côté simplement esthétique et amusant. Ce jardin a une vie très difficile parce qu'il s'est fait beaucoup démonter, mais enfin approprié, on va dire. Les enfants qui n'ont rien, on le voit ici, il n'y a rien pour eux, ont été ravis d'avoir quelque chose à faire, et on a vu des sculptures un peu partout dans cet environnement, et c'était très sympathique. La promesse. Ici, on s'élève pour contempler ce paysage urbain, donc ce paysage chaotique, éclaté, mais ce paysage qui permet aussi de voir que finalement, dans les villes, il y a beaucoup d'espaces vides, et ici, on peut parler du thème de la densité, de la densification des villes, ou se dire que peut-être avant d'aller s'exporter dans les champs, on peut densifier les parkings, les zones déjà urbanisées plus proches de la ville. Culture urbaine, c'est un projet d'agriculture urbaine, mais très technologique. C'est une installation de culture d'algues sur un pont. Cette algue se nourrit de lumière et de CO2, c'est exactement ce qu'il y a sous ce pont. Ces algues permettent de faire du biodiesel, du biocarburant. Donc voilà, là aussi on ferme la boucle, on utilise la pollution des voitures pour en faire du biodiesel, et donc on évite aussi d'aller faire du biodiesel dans des champs fertiles qui sont plus propres à la consommation, enfin à la production d'aliments. Donc ce système-là, c'est évidemment un prototype, mais ça vient des Pays-Bas. C'est un système qui est déjà en place et qui permet à une grande échelle de produire toutes sortes de choses, dont les biocarburants. Sur la piste, un projet plus poétique qui parle de la transformation d'un quartier pittoresque qui peu à peu, enfin non, pas pittoresque, enfin bon, avec des quartiers de maisons, de maisonnettes, de villas, avec une structure assez claire et qui est remplacée par des bars dont justement les espaces extérieurs sont relativement peu aménagés et peu valorisés. Ici, on réfléchit sur la transformation, sur le temps qui passe. Voilà, c'est des artistes qui ont interrogé, c'est des artistes de Nantes qui ont interrogé la population, savoir comment ça a évolué. Je fais assez vite parce qu'on a peu de temps. Le dernier, au Bois de la Bâtie, c'est une sorte de jardin, mais sauf qu'on n'y a pas planté des fleurs, mais des éléments. C'est des aciers, de l'acier, c'est des éléments qui permettent de jouer un jeu, le crash croquette, pour montrer aussi que voilà, la campagne, la nature ou simplement les parcs en ville, ce sont des lieux de rencontre, de détente, de jeu. Le facteur humain doit être au centre de ces espaces et doit permettre une vie collective. D'ailleurs, là, je passe assez vite. Ça, c'est le potager Actac. On a déjà vu aussi ce principe des sacs qui permettent la construction de jardins. Et là, un potager urbain à la place derrière la gare, vers les grottes
Peut-être juste la collaboration avec l'EPIA. Et là, c'était assez intéressant parce que quelqu'un a parlé du son, je crois que c'était Madame Freitag, elle a parlé du son et de l'impression, enfin le paysage c'est aussi un élément sonore et c'est vrai que dans ce château, ce que nous on appelle le château, qui est très très haut, qui fait 18 mètres, on s'y promenait donc dedans, vous pouviez entrer et on avait une qualité sonore qui était totalement différente, l'autoroute qui est juste à côté, les bruits de l'autoroute disparaissaient et on se retrouvait dans une qualité d'une ambiance sonore tellement différente qu'on a été transporté. Et on en a profité pour faire des fêtes ici, et jusqu'à ce qu'il brûle fin juillet, malheureusement. Voilà, ça fait aussi partie du travail des étudiants d'EPIA. Ensuite, on en a parlé, la HED, enfin la Haute École d'Art et de Design de Genève, qui a contribué à nouer la gerbe, à faire ce fil rouge entre tous ces éléments qui étaient quand même relativement séparés les uns des autres, avec cette signalétique monumentale, c'est 3 mètres de haut, c'est 9 mètres de large, en utilisant du bois, des éléments très simples. Et voilà, on retrouvait des éléments pour montrer où sont les sites, des éléments d'accueil avec le plan, le message qu'on voulait faire passer, des phrases, des éléments de compréhension, etc. Et voilà, last but not least, on avait aussi le tram qui a circulé dans tout Genève, Ville-et-Champs, et qui faisait en fait le lien. Juste peut-être un mot, cette manifestation n'aurait pas pu se faire sans un ancrage territorial et local très fort. Donc nous avons beaucoup travaillé sur les animations, sur des workshops, sur des potagers didactiques. Il y a eu 2 potagers didactiques aussi réalisés par des jeunes agronomes, jeunes étudiants en agronomie, parce qu'il fallait y associer les associations locales, les jeunes, etc. Donc là, il y a par exemple un potager didactique suspendu, et qui a produit des salades tout au long de l'été, qui ont été faits par des jeunes de cette région d'Aunay. Ici, à Bernay, on a installé cette tente, une récupération dans un tunnel maraîcher, pour en faire un lieu de ralliement et un lieu festif. Et là, cette image que j'aime beaucoup, parce que c'est effectivement, on est à la campagne, mais on sent la proximité de la ville. Donc ces tunnels, enfin ce potager urbain finalement, voilà, avec des salons créés avec des bottes de paille. Enfin, il y a eu beaucoup d'imagination amenée par ces jeunes, beaucoup d'échanges, parce que c'est un lieu qui évidemment a permis aux personnes qui habitent aux alentours de venir s'intéresser. Ils ont pu prendre des salades et des choses et donc poser des questions. Et c'était une porte d'entrée aussi on va dire, facile pour des personnes qui, normalement, n'osent peut-être pas trop parler d'urbanisme ou parler de choses a priori plus complexes. Donc, c'était une première porte d'entrée qu'on leur a offerte ici. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monique. C'est vrai que c'était des projets magnifiques. La manifestation Genève-Ville-et-Champs est maintenant terminée. Elle a eu beaucoup de succès tout cet été. Lausanne Jardin est encore visible et comme je vous l'avais dit, il y a un rendez-vous donc demain à 10h pour ceux qui veulent voir quelques projets de Lausanne Jardin avec Mathieu Jacquard, qui est un formidable storyteller. Il parle de la ville. Les jardins seront un prétexte pour parler de la ville. Je vous invite à venir donc à 10h du matin, demain, au Café Roman pour le départ. La visite va durer à peu près 2 heures. Maintenant, je vais passer la parole à... We will switch in English again, okay? With Elena Kogato-Lanza, who is a researcher, MER, at the Lab U, and who will give us the closing words of this day. And after we will take some energy again for the Topos Award and the small lecture by Lola Architects. So Elena, welcome. Good evening. So some closing words. Coming from the Laboratory of Urbanism, of course, because for the Lab U, today was really a working day,
because this day started from two hypotheses that we are working on at present. The first one is what Paola recalled today when she says narrative is back. This is the first general hypothesis. Narrative is back because there are someone who must be saved, as in the traditional urban narratives. There is the possibility of regenerating life cycles and the possibility of soils to give life, to be assured, to be saved from dangers. The second hypothesis is, in fact, that the narrative of soil could be, in fact, adequate to face these global environmental challenges. So please let me just to stress only 3 points. We have dealt with the narrative of landscape, and the narrative of soil, which was a bit maybe left apart, a bit implicit, but it is quite fundamental in this day. About the narrative in itself, per se. In the 80s, when the architectural and urban milieu was concerned by narrative, it was a period in which, in a parallel way, there were a lot of investment on cartography and on experimentation in cartography. Experimentation in finding new layers and trying to combine different layers and trying to find potential relations in these different layers of our territories and of our cities. It was a period where some concepts were introduced in cartography. Now I remember the big work done by Alain Leveillé in Geneva, permanent persistence, disparition, was really new cartographical criteria and terms related to this idea of the palimpsest, which was largely commented today again. This is the narrative of the 80s. And this kind of investment on cartography was an investment on tools which allow a particular rich imagination on future starting from present materials. About the narrative of landscape, I really agree with the invitation by Annette to not to consider landscape as a professional field, a professional dimension, but to consider landscape as an approach. The approach built upon the necessity of an experience of places and a relation to their tangible reality. So really, let's try to gather the tools of a narrative approach, cartography, layers, new categories, visit of the place. These are the instruments. Because if you are interested in the narrative, you are also interested in sketch a narrative of our position and of our tools and of our way of working. So finally, the narrative of soil, which is another way to be very attentive to materiality, to material reality, to tangible reality. Today I am observing that in the field of the history of architecture, there is what I could define a sort of material turn. I'm looking at historians who are focusing on materials, the historians of the concrete, historians of the technique of lighting, for instance. And this way, for historians to focus on material reality is a way really which allows them to widen a lot chronology, because an historian of architecture working on concrete is working on a chronology very large, starting from the extraction of the stone and the material used to produce concrete until the phases of obsolescence. And maybe
in our way of dealing with landscape and urban design, in the large field of the design in urban and territory, starting from the soil could be a quite good way, really, to renew our chronology, to renew the variety of life cycles embedded together in our territory, in our cities, but certainly embedded together in this particular material reality, which is soil. Soil can be quite clearly, objectively limited. So let me use the objective adjective I'm calling with Sébastien Marot. And this is a wonderful interface. It's a wonderful interface in terms of the biological and vital dynamic and processes, of course. They depend on soil. They have to take place through soils and thanks to the soils. But soil is also this materiality which is conserving in itself memories of our cities and our territory. The material elements on which memory is synthesized and can be reanimated are all conserved in this material reality. Let us also think about, when you think about soils, could you imagine the great variety of unity of measurement and of tools of representation that are in their ensemble really dealing with this reality? So more than layers, there are sections, of course, but there are also microscopic representations. So really, we think that soil could be really a way a basis to deal with these environmental challenges. And finally, because maybe in soil it is quite easy to make evident the relation between the very extreme scales of the local and of the global, and which are the scales that we are usually relating to in a sustainable perspective. But let us just consider, for instance, the sketch of this global, political, geological, global description of the world made by Saskia Sassen when she's making us informed about the global processes of land erosion and of land degradation, and how it is easier to link the project, a local project, a very limited and very particular and very contextual situation with this one. This is a way, choosing soils, to make evidence in relations and to enlarge also our imagination. So I stop here, of course, because there are some themes about which are themes on which we work now, and we are going on to work on it. And you are having news from us, I hope, about the future of this activity in our laboratory. Thank you to everyone. Thanks to all the speakers. Thanks to the Archizoom. Thanks to also my colleagues of LabU. Thank you very much, Matthew. So I can close the day, I think, now.